Bonjour Chico Lacoste. Bonjour. Tu as abandonné avec tout ce qui est marque au caïman. Je les porte toujours, mais pas comme avant. Je prends beaucoup soin de ta personne. Les managers, c'est des vendeurs. Un vendeur, quand il vend un produit, lui-même déjà, il faut qu'il soit présentable. C'est quoi l'article le plus cher que tu as acheté? J'ai des chaussures qui coûtent plus de 8 000 € quand même. Je me demande bien qu'est-ce que je fais en tant qu'animateur. Chico Lacoste, un producteur d'artistes ivoiriens, homme affaires silencieux, très efficace. Bonjour à tous, je suis Chico Lacoste, entrepreneur culturel. Je suis l'invité de Inside TV. C'est votre tout nouveau rendez-vous média Inside TV, votre brand new podcast qui se fera fort de vous ramener des entretiens inédits avec des invités de choix. Rassurez-vous, on ira bien inside, bien au-delà de ce que vous savez déjà de ces sujets-là. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et pourquoi pas laisser quelques petits commentaires là. Ça nous fera beaucoup plaisir. On dit merci à notre partenaire Nomad Studio pour ce très beau setup. Le nom c'est Frédéric, bonjour à tous. Et pour cette toute première, on a l'immense plaisir de recevoir un nom très connu dans le milieu du showbiz ivoirien. C'est une voix qui porte, une voix qui est assez importante dans ce milieu-là. Lui, c'est Diakité Siaka, je dirais plutôt Chico Lacoste. Bonjour à tous encore une fois et bienvenue à Inside TV. Bonjour Chico Lacoste. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Ça va super, très heureux de t'avoir par ici. Je suis heureux aussi d'être sur ce Ton plateau. premier invité de Inside TV. Quel honneur. On espère que tu nous portes la chance par rapport à la suite. On espère bien. C'est bizarre là, t'es en blanc, je suis en blanc, on s'est parlé auparavant. Pas du tout, mais c'est le feeling que ça passe en fait. Je fais un constat tout de suite. J'ai comme l'impression, peut-être c'est un hasard, mais j'ai comme l'impression que tu as abandonné avec tout ce qui est marque au caïman. Je les porte toujours, mais pas comme avant. Je les porte toujours. Il y a quand même 1, 2, 3, 4 éléments qui sont avec moi encore. Hein. D'accord. Mais tu es conscient quand même que pendant de longues années, tu as propulsé un peu cette marque-là ici en Côte d'Ivoire? La marque déjà avait un nom. Hein. Oui, elle avait un nom, mais tu as quand même influencé certaines personnes. Mais peut-être des jeunes qui me suivent, peut-être qui me prennent pour exemple. Et eux, peut-être que j'ai eu de l'influence sur eux, peut-être. Exactement. Oh, suivi. Et à un certain moment, tu as pensé à en faire un business, par exemple? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais à dire, j'ai profité de cela pour peut-être lancer ma ligne de vêtements, en fait. Ta ligne de vêtements? Ouais. Donc, Chico Lacoste, t'as une ligne de vêtements. Que tout le monde va découvrir très, très bientôt. C'est quoi? Ça sera quoi? Le nom, on peut avoir une exclusivité? Non, pas pour l'instant. Une grosse surprise. À part cela, on constate également, Chico, que tu prends beaucoup soin de ta personne. On te voit souvent à la salle de gym. Mais déjà, ça, c'est pour la santé déjà d'abord. D'accord. Parce que le sport, c'est la santé. Mm-hmm. Avant de dire qu'on va aller prendre soin de soi. Mais d'abord, ça, c'est la santé. Mm-hmm. Mais prendre soin de soi, je pense que c'est très important, surtout nous dans notre milieu. Okay. Parce que nous, moi, je dis toujours aux gens, les managers, c'est des vendeurs. Nous sommes des vendeurs. Un vendeur, quand il vend un produit, lui-même déjà, il faut qu'il soit présentable. Il faut que lui-même, il se vende déjà d'abord. On ne voulait vendre un article ou un produit. D'accord. Un manager qui est avant tout un vendeur, est-ce qu'à la fin, on n'aurait pas l'impression que le manager devient un peu plus populaire que l'artiste? Mais non, pas du tout. Pourquoi qu'il soit populaire plus que... Dans ton cas, par exemple? J'entends dire ça à plusieurs reprises. Mais bon, je veux dire ça, je sais pas quel mot trouver pour ça, mais c'est la personnalité. Ok. Voilà, c'est une question de personnalité. Peut-être que, on me dira peut-être que j'ai du charisme, il y a des trucs, c'est ce que j'entends à chaque fois. Mm-hmm. Mais je me dirais que c'est par rapport à ça peut-être. D'accord. Mais je ne peux pas être plus populaire que mes artistes, ça, c'est même pas normal. D'accord. Et parlons de personnalité, t'es toujours bien mis, toujours bien sapé. J'ai essayé aujourd'hui de faire comme toi. J'ai essayé. Et il y a une question que je me pose. Est-ce que Chico Lacoste, il a un budget pour sa garde-robe, par exemple? Est-ce que chaque mois ou chaque année, on se dit j'ai tel montant à débourser pour les vêtements? Parce qu'on voit un peu sur la toile, ou même quand on te rencontre en vrai, t'es quelqu'un qui est toujours bien mis. Merci déjà pour le compliment. J'ai pas de budget pour m'habiller. Ok. Je le dis, c'est sur des coups de tête, je peux voir un article. Mais si j'ai un peu d'argent de côté, je le prends. Sinon, je ne vote pas de budget pour ça.
je peux voir des choses qui me plaisent. Ok, je prévois peut-être, si j'ai pas d'argent tout de suite, je me dis, bon, ok, je dois trouver de l'argent pour ça. Mais j'attends, quand j'ai de l'argent, je vais acheter. Sinon, je ne vote pas un budget pour des vêtements, pour prendre soin de moi, non, pas du tout. Et parlant de, c'est quoi l'article le plus cher que t'as acheté? Pour toi, hein, pour toi-même. Chaussures, j'aime bien montres, accessoires. Ça, c'est mon dada. J'aime bien les chaussures. Pour la chaussure la plus chère que t'as achetée. On est à Inside, hein. Mais tu sais, j'aime pas parler beaucoup de chiffres. Justement, c'est la raison pour laquelle on est à Inside. On va bien au fond des choses. En fait, c'est un peu le problème qu'on a, dans la sphère francophone. On est un peu gêné de dire ce qu'on a, les montants. Pourtant, dans les pays anglophones, on se lâche, quoi. Si tu achètes une voiture de 5 millions, ou 60 millions, 100 millions, 200 millions, tu le dis. C'est ton argent. Bon, j'ai des chaussures qui coûtent, des 8 000 € quand même. D'accord. Je me demande bien qu'est-ce que je fais en tant qu'animateur. D'accord. Et parlons d'accessoires, montres. Je les en vous même. On a combien là? Là, j'ai pas de prix pour ça. C'est un cadeau? C'est une Rolex. Ouais. C'est quoi, 10 000? 50 000, 100 000, 200? Estimé. 300 000? Faites vous-même des estimations. D'accord. Mais est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, qu'on te contacte peut-être pour aider certaines personnes à s'habiller ou à faire des choix de vêtements? J'ai des gens qui m'appellent souvent pour me dire, genre, je dois me marier, mais j'ai tel événement. Okay. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Voilà, juste ça. Mais sinon, je n'en fais pas un boulot. D'accord. Je n'en fais pas un boulot. J'ai des amis qui m'appellent, voilà, je voudrais mettre ça. Enfin, j'ai tel événement. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Telle couleur, parce que moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ok, on peut me demander, ok, j'ai telle couleur de pantalon, qu'est-ce que je pourrais mettre comme chaussures, ou bien qu'est-ce que je pourrais mettre comme cravate, qu'est-ce que je pourrais mettre comme veste. Voilà. D'accord. Et d'où te vient tout ça? Mais c'est une inspiration. C'est une inspiration. Ouais, je sais pas, ça me vient comme ça. Et moi, surtout mes compositions, souvent je les fais quand je suis sous la douche. D'accord. T'as pensé être styliste? Créer. C'est vrai que là, tu nous as dit que tu avais ta marque que tu es en train de créer. Que je vais lancer bientôt. D'accord. Mais je suis fils de styliste quand même. D'accord. Mon père a été un grand couturier de côté de Boaké, que les gens connaissent, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent. Ok. Et mon grand frère a pris la relève. D'accord. Je commence avec lui quand je lance la ligne de vêtements. En fait. Ok. D'accord. Grand couturier, est-ce à dire que Chico Lacoste est issu d'une famille aisée? Non. Non, pas du tout. Modeste, je dirais. Modeste. C'était quoi un peu l'enfance de Chico Lacoste? C'était où, à Boaké déjà, c'est ça? À Boaké, oui. Okay. Je suis né à Boaké. J'ai grandi à Boaké. Je suis allé à l'école à Boaké jusqu'à mes études supérieures. Et voilà. Une famille modeste, papa, maman, entouré en fait, j'ai grandi avec beaucoup d'amour quand même. Hein. Même si les moyens ne suivaient pas, bon. Au moins, on avait les 3 repas dans la journée, quoi. Ouais. École privée? Privé, public, privé. Et là, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le showbiz ivoirien? Quoi, 22 ans? 22 ans, 23 ans. 2 décennies quand même, hein. Comment est-ce qu'on fait pour tenir la route? C'est l'amour du boulot déjà, parce que là, en fait, moi je dis toujours aux gens, quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as même pas l'impression de travailler. C'est ce qui m'anime en fait. J'aime ce que je fais. J'aime aller au contact. J'aime bouger. Et ce travail-là me le permet. Donc, je suis à l'aise. D'accord. Tu te retrouves dans ce milieu-là comme par hasard, hein. Tu l'as compté maintes fois, sur de nombreux plateaux. Est-ce qu'après 20, 23 ans, quand on regarde un peu en arrière, on se dit, ouais, je pense que je suis arrivé, puisque là on a un nom quand même. Est-ce qu'on est accompli? Frédéric, je ne dis pas que je suis arrivé. Ah non. Je parcours, j'ai un parcours. C'est vrai, j'ai un parcours. J'ai un vécu. Mais je ne suis pas encore arrivé. Je continue toujours le chemin. D'accord. C'est quoi ton métier de rêve? Parce que là, tu nous racontes que au niveau du showbiz, tu es arrivé au showbiz par hasard. Par hasard, je dirais. Voilà. Mais je me rends compte que quand je fais un retour dans mon passé, je me dis depuis lors, j'aimais le truc, j'aimais parce que à ce moment-là, on était jeune, on faisait des booms de quartier. Je me retrouvais toujours devant. Inconsciemment, c'était déjà dans le truc, en fait. Voilà, à organiser. Donc, mais j'avais jamais pensé être dans le showbiz un jour. Je me retrouve là-dedans parce que moi, après la terminale, j'ai fait une année en banque et après, je suis allé en info de gestion. Ok. Donc, rien à voir avec le showbiz.
Ouais. Ouais, Bon, rien à comme voir. fou, on parle d'argent Rien à également. voir. Rien à voir avec le showbiz. Et après, j'ai voulu aller en Europe et tout ça, comme tout jeune en son temps. Mhm. Et après, j'ai pas pu, mais mon cousin m'a dit, avec qui j'ai commencé à travailler, m'a dit, non, mais reste, on va bosser ici. C'est comme ça que je me retrouve dans le milieu. Il crée un maquis, je suis manager. Mhm. Et après, il a un ami qui est dans la production, qui devient mon bon vieux père, qui produit un groupe qui s'appelle les Lolas. Ouais. Et qui, Avec Vitulola, c'est autre. avec Vito Lolas. Ok. Il me confie le groupe. Et voilà comment je rentre dans le showbiz. Est-ce que tu as des regrets après tant d'années? Mais non, pas du tout. Puisque je suis encore dedans et je suis à l'aise dedans. Ouais, on peut être encore dedans parce qu'on n'a pas forcément autre chose à faire. On se dit qu'on est bien dans ce qu'on est, donc on est dans une zone de confort, donc. Mais je sais pas, tu sais, on se sert du showbiz pour faire d'autres affaires. Hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Quand on préparait l'émission, tu me disais ça. Ouais, c'est vrai. Je suis dans le showbiz, mais j'ai d'autres affaires. Ça veut dire que j'ai un autre boulot. Mais le showbiz, c'est une passion pour moi et c'est ce qui m'a fait. Donc, je suis toujours dedans. T'es toujours dedans. Yeah. Tout à l'heure, tu parlais de manager, d'artistes et autres. Au-delà du groupe Les Lolas, tu as managé des personnes telles que Ismaël Isaac, tu fais partie de son staff managérial. Tout à fait. Tu as aussi managé quelqu'un comme Moulard. Oui. Maury le Moulard. Oui. Tu fus son premier manager? Non, pas son premier manager. Il y avait d'autres managers avant moi. Et le dernier, avant moi, c'était Papa Ministre. Mhm. C'est devenu Qui a artiste. chanté aussi, non? Oui, Ouais. l'artiste aussi. Ouais. Moi, Papa Ministre que Ils sont fatigués, ces gars-là. Avec... ouais, je me souviens bien. Oui. C'est vrai. Mais Moulard, moi, je veux bien savoir, comment se crée la connexion? Qui appelle qui? C'est toi qui vas vers lui? Mais c'est déjà, lui, c'est quoi? à l'avènement du coupé décalé, on était tous dedans, on se suivait et tout ça. Mhm. Moi, j'étais déjà dans le milieu. Ok. J'étais déjà manager. Donc, c'est comme, on avait souvent des shows ensemble et tout ça. Je savais que j'étais manager. Donc, quand il a arrêté avec Papa Ministre, Mhm. il m'a dit, mais pourquoi je ne le managerais pas? Donc, c'est comme ça qu'on commence à travailler. C'est comment manager Moulard? C'est compliqué, c'est Mais quel genre d'artiste? Tout artiste. C'est vrai que chacun a ses caprices et tout Mais ça. lui en particulier. Il y a des artistes qui sont cool Mais quand même. il est très capricieux, lui. Vous avez passé combien de temps ensemble? Et je dirais 3 ans à 4 ans. J'imagine qu'il y a pas mal d'anecdotes comme ça. Oui, il y en a plusieurs, mais ça date. Lui, la plus grosse, moi je veux savoir. L'anecdote avec Moulard en tant que manager artiste. On était à un concert à Ouaga, par exemple, Ok. et il devait monter sur scène. Mhm. Et moi, j'étais déjà sur la scène à préparer sa montée et tout ça. Et lui, il devait monter. Donc, il dit, comme moi aussi, comme tu as dit, j'ai un nom depuis longtemps quand même. Donc, pour lui, il devait monter. Donc, il s'est dit, ben, ok, c'est lui la star. Ouais. Il faut que moi, je descende d'abord avant que lui ne monte. Ah bon? Oui, il dit, tant que moi, je ne descends pas, lui, il monte pas, hein. Mais après, comment ça s'est passé? C'est quoi? Je descends rapidement, il est Mais monté. c'était pas la scène, c'est quoi? Tu étais sur la... J'étais sur la scène. Mhm. J'étais sur le podium. À préparer, lui, sa montée. Mhm. Et lui, il a vu un non, et le manager veut se faire voir. Donc, il dit, non, tant que tu ne descends pas, lui ne monte pas. Ok. Ouais, Donc, moi, je ne suivais pas au départ. Donc, il a mis un point, en fait, quand il a été annoncé, entre l'annonce et sa montée, ça a mis quand même un petit temps. Tu sais, avec toi, il y a une particularité. Toi, en tant que manager, ou encore en tant que producteur, la question que je me pose par rapport aux artistes, ou encore, il faut quand même que ce soit des artistes qui aient quand même du coffre. Parce que déjà, t'as une grosse personnalité en tant que, déjà, personnalité du showbiz déjà. Donc, si l'artiste n'est pas vraiment en forme, ça va être compliqué. Avec Hilary, c'est vrai, ta dernière recrue, ça se passe très très bien quand même, on le constate. Mais je me pose quand même des questions à ce niveau-là. Comment est-ce que tu gères, en fait, les artistes? Et voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, ben, chacun a sa personnalité. Ok. C'est vrai qu'on dirait que j'ai un nom, c'est moi qu'on voit, parce que même ce truc à Betty, comme me le disait à chaque reprise, l'artiste a fait le manager qui est plus star que ses artistes. Ouais. Et non, c'est vrai, j'ai un nom. Et l'artiste que je prends, je me dis, je dois le mettre aussi à ce niveau. Mais il y en a, tout part de la personnalité, déjà. Ok. Donc, je ne sais pas comment gérer ça, mais on me le dit très souvent. Tu es plus star que tes artistes. Et moi, je ne vois pas ça comme ça de ce pays-là. Ok. Je me dis, l'artiste doit s'imposer. Qu'est-ce que tu fais? Au-delà du fait que l'artiste doit s'imposer, toi, tu fais quoi? Tu t'effaces un peu? Ben, je sais tant bien mal de m'effacer parce que je le sais, j'aime pas trop. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup souvent. Mhm.
Je suis en backup, je suis en arrière-plan. Je vois. Si les gens me voient plus, ben, je ne sais pas cela est dû à quoi, je ne sais vraiment pas. Je vois. Mais je veux toujours rester en arrière. Non, en fait, on te voit pas, c'est le nom qu'on voit. Ah, voilà, tu vois. Tu vois. Je vois. Tu as parlé de Betika. C'est vrai qu'à part Mola, tu as également été même producteur. Oui, j'ai produit Betika, voilà. j'étais le producteur des Tu Betika. as été producteur de Mora Traoré, J'ai produit Betika également. Mora Traoré. Voilà. Ouais. Et puis d'autres artistes. Mais parlons de Betika. Dernièrement, je pense en octobre dernier, on a assisté un peu à une scène pas très intéressante sur les chaînes de télévision. En l'occurrence, on peut dire le nom, Pipolémique sur la 3. On a pu constater avec, on était un peu désolé de le constater, hein, on a pu constater que Betika apparemment ne va pas bien. Je ne dirais pas ça, je dirais plutôt qu'elle est devenue un peu plus fragile. Parce que elle a fait un AVC, elle avait fait un AVC dans le temps, on l'a traitée, depuis lors, elle essayait de se remettre encore sur pied, tout ça, mais ça allait. Et moi, on se voyait vraiment pas, mais on s'appelait. Je l'avais au téléphone à tout moment, parce qu'elle m'appelait à tout moment quand elle avait besoin de quelque chose, j'essayais de remonter sur le moral et tout ça. Et même pour cette émission. Ok. Quand elle m'en a parlé, elle m'a dit, elle a une émission, elle a calé une émission à la 3, sur la 3. Je me dis, tu vois, on était à l'approche des élections. Ouais. Et moi, elle a un titre sur l'album qu'on voulait repositionner, puisque ça parlait de paix et tout ça. D'accord. Donc, je lui ai dit, que c'est une occasion. Si elle a pu caler une émission de télévision, elle va en parler. On fera une promo pour le titre qu'on veut relancer, pour la remettre en scène. D'accord. Donc, je lui ai dit, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, le matin, même avant d'aller à l'émission, elle m'a appelé. Donc, je lui ai envoyé les moyens pour les transports et tout ça. Quand elle est partie pour moi, elle va bien. Et j'ai pas pu suivre l'émission, puisque l'émission était tout le temps. Après l'émission, je l'ai appelé. L'émission, elle est en différé. Donc, après l'enregistrement, je l'ai appelé. J'ai dit, mais l'émission s'est bien passée. Elle m'a dit, oui, tout s'est bien passé. Okay. Et donc, le jour de la diffusion, je suis assis, je regarde. J'ai été surpris, comme tout le monde, de voir ce qui s'est passé sur le plateau. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était encore très, très fragile. Ok. Ouais. Est-ce qu'après, tu l'as contacté Depuis lors, je crois les parents l'ont barricadé quand même un peu pour essayer de... Une émission sur laquelle t'as aussi eu, je dirais pas de DVD, mais j'ai suivi ton passage à Pipolémique, en effet. J'ai trouvé quand même ce passage assez gênant. Gênant dans la mesure où... Pas pour, ça pas vis-à-vis forcément de toi, hein. Mais j'avais constaté que tu étais un peu gêné par rapport à certaines questions qui étaient un peu trop frontales. Tout à fait. Gênante dans la mesure où les questions qu'on me posait ne devaient pas être posées, puisque avant l'émission, quand on m'a appelé pour l'émission, j'ai bien posé la question au acteur, au réalisateur, c'est pour parler de quoi? Il m'a dit, parler de tes activités, de tes artistes, d'une plateforme que tu aurais créée par rapport au coupé décalé et tout ça. Okay. Je lui ai dit, ok, c'est une bonne occasion pour en parler et parler aussi de mes artistes, de mes productions et autres. Donc, on ne rentrait pas c'est pas prévu qu'on rentre dans la vie privée. Exactement. Je vais sur le plateau. On parle, on commence l'émission comme c'était prévu. Et après, quand on rentre, la première question qui parle de ma vie privée, je suis choqué. Ça, c'était pas prévu. Ouais. Donc après, j'avais du mal même à répondre aux questions qui venaient. Parce que c'était lié à ma vie privée. Et moi, je n'expose pas ma vie privée. Ok. Il y avait, on peut dire les noms, ils sont inside, hein. Il y avait l'animatrice, Chola. Oui. Chola qui remplaçait, notre défunt Anaconda. Voilà. La paix à son âme. Exactement, paix à son âme. Mais le constat que moi je fais, c'est qu'après ton passage, on avait l'impression qu'elle elle ne venait pas tout le temps à l'émission, et puis après on constate un arrêt de l'émission. Est-ce que c'est lié à ça? Je dirais, puisque après à une autre émission, elle en a parlé, parce qu'elle dit, elle était très très même gênée de me poser ce genre de questions, mais elle était dans un rôle. Tu as produit Chola, il faut le dire. Puisque elle l'a dit, j'ai été son producteur. C'est moi qui ai mis Chola dans le show business. J'étais son producteur. Ok. C'est moi qui l'ai mise dans le milieu.
Donc, elle était vraiment gênée. Elle l'a dit sur le plateau. Je pense que t'as Chebaz sur une série, Ouais, je pense bien. Elle l'a dit. Elle dit qu'elle était vraiment gênée. Mais elle était dans un rôle. Ok. Après ça, c'est plus ça. Je l'avais appelé à l'émission. Je me dis, si c'est lié à ça ou pas, je ne le sais. D'accord. Parlant de production, là aujourd'hui, t'es le producteur d'une jeune artiste, très belle artiste, Hilary. Oui. Ça fait combien de temps déjà que le mariage artistique? Hilary, ça va faire 5 ans, 4 ans, 5 ans, ouais. D'accord. Et ça se passe bien? Ça va. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Mm-hmm. Ce n'est pas encore l'explosion, mais on espère que ça va exploser. Est-ce qu'après 4 ans, 5 ans, je dirais pas. Bon, d'accord. Est-ce qu'après 4 ans, on pourrait se dire que l'investissement commence à être rentable? Je ne dirais pas ça, puisque déjà même dans le show business, en fait, le showbiz ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est devenu un peu difficile pour nous les producteurs. Ok. Parce qu'aujourd'hui, la musique ne se vend pas réellement comme on le veut. Parce que l'Afrique, je dirais, les Ivoiriens n'ont pas suivi le passage du physique au digital. Parce que pour acheter la musique en ligne aujourd'hui, il faut avoir certains outils. Mm-hmm. Un compte bancaire, une carte bancaire et beaucoup de choses. Et ici, on n'a pas cette éducation-là. La masse n'a pas cette éducation. La majorité n'a pas cette éducation-là. Mm-hmm. Donc, on n'a pas suivi ce passage-là. Donc, acheter la musique aujourd'hui, c'est difficile. D'accord. Encore quand c'était le physique, même quand c'était piraté, quand même on arrivait à vendre quelques CD, quelques cassettes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens, ils vont sur YouTube, ils écoutent la musique. Et après, je sais pas, ils vont télécharger. C'est une éducation. Mm-hmm. Nous, on ne l'a pas. Mais à ce niveau, nos musiques sont écoutées d'accord. gratuitement. Ok. Mais à ce niveau-là, je voulais rebondir un peu. Il y a quand même certains artistes qui sortent du lot à ce niveau, parlant de téléchargement, tout et tout. Il y en a combien? Ah, on peut citer au moins une bonne, Imra, Didibé. Est-ce qu'ils profitent vraiment de la manne financière, de cette manne financière? C'est vrai. Ils sont plutôt ils nous montrent des chiffres, là. Ils sont dans une guerre de chiffres, là. Oui, mais attends. Les gars vont écouter sur YouTube et tout ça. Peut-être que YouTube et autres leur reversent des droits. Mm-hmm. Mais est-ce que celui qui va écouter ou va télécharger sur YouTube, il paye? Il y a Spotify, Deezer et autres. Mais beaucoup ne vont pas là-bas. Beaucoup téléchargent sur YouTube. Mais et les millions de streaming qu'ils nous montrent. Mais je te dis, est-ce qu'ils ont la manne financière qui suit? Je pense que c'est Dagbashi, comme on le dit chez nous ici. Je le dis, on est plutôt porté aujourd'hui sur des chiffres. Ok. Déjà, on s'assoit à la télé, il a fait 10 millions de vues sur YouTube. C'est ce qu'on voit. 20 millions de vues. Non, moi, je parle pas de YouTube. C'est les chiffres aujourd'hui. Je parle pas de YouTube, je parle des différents, je te parle de streaming. supports de streaming tels que Spotify. C'est de quoi je te parle. Je suis producteur. Je t'ai même montré avant l'émission. Oui, pendant la préparation de l'émission. Mon catalogue et autres, j'ai vu, tu as vu des chiffres. Ouais. Parce que j'ai un catalogue, moi. Exactement. Donc, mes droits me sont reversés quand on fait des points. Mm-hmm. Tu sais. Mais aujourd'hui, on est plutôt porté sur les vues. D'accord. Il a fait 10 millions de vues. Il a fait 20 millions de vues. Est-ce que ça suit? Mais on parle de stream également. C'est ce que je dis. Des téléchargements payants. Ils sont là comme ça. D'accord. D'accord. Non, moi, je t'apprécie bien, donc je vais m'assurer que là où ton argent est rentré, tu vois, ça. Je veux dire, ça ne suit pas vraiment. Mais bon, on se dit, ça va aller. Nous, on est des passionnés. Moi, je suis un passionné. Moi, donc, il n'y a pas de regret, 4 ans après la collaboration avec Hilary. Je sais que il y a quand même beaucoup de gens qui ont été investis. Il y a des entrées, mais tu sais, quand tu investis dans un business, tu veux gagner beaucoup. Oui. C'est le beaucoup là qui n'est pas encore arrivé. D'accord. C'est un business à long terme. Voilà. Donc, je suis sur du long terme. Mais ça va aller. D'accord. Et toujours parlant d'Hilary, ton poulet, on a vu que là, il y a Bisa Kadei, le célèbre artiste ghanéen que t'as fait venir à Abidjan pour pour son dernier clip là. Mais attends, c'est énorme quand même. Tu te donnes quand même les moyens de ce que tu veux faire avec l'artiste. Je crois en quelque chose, en fait. Et j'aime ce travail-là. Donc, je me dis, je veux la perfection. Okay. Et la perfection a un prix. Donc, je me donne les moyens. Ok. Pour arriver. Comment se fait la connexion avec Bisa Kadei? Bisa Kadei, je l'avais fait venir une année pour mon festival Boaké. J'ai fait un festival à Boaké depuis, on sera à la 7e édition en 2026.
Je l'ai fait venir à une édition et j'ai gardé le bon contact avec le manager et tout ça. D'accord. On est resté en contact après ça. Il a vu que j'étais producteur et tout ça. Il dit, mais attends, tiens, une artiste que je produis, mais je voudrais qu'on fasse un truc ensemble. Donc, c'est comme ça que le truc... C'est toi qui fais la proposition? Et avec le manager, Okay. on a parlé à Bissakadé. Donc, il a écouté la musique de Hilary. Il dit, ah, ben ça, c'est bon, ça. J'adhère. Ok. Tu vois? Donc, c'est comme ça que on part sur le projet. Tu l'as mentionné, hein, ton festival. Oui. Boaké Orphée qui a... Ouflé. Ouflé. Ouflé qui est en bas, Ouflé. en langue locale. D'accord. Boaké Ouflé. Ouflé, qui veut dire nouveau. Ouflé, c'est nouveau. Ouflé. D'accord. Donc, quand on a réfléchi le festival, on en a réfléchi. J'ai réfléchi pendant, tu sais, en fait, le but pour lequel ce festival a été créé, c'était pour redonner l'envie aux gens de Boaké. En fait, après la crise que Boaké a Parce que tu es un enfant de Boaké. Voilà, la crise que la Côte d'Ivoire a connue, Boaké en a payé un prix fort. Et moi, je suis né à Boaké, je suis un natif de Boaké. J'ai grandi à Boaké, j'ai fait mes études à Boaké. Okay. Donc, j'ai Boaké dans la peau. Donc, pour quelqu'un comme ça, après cette crise-là, Boaké était une ville meurtrie. Et moi, j'avais mal. Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais comment, puisque les choses reprenaient, il fallait apporter sa pierre à l'édifice. Okay. Et moi, puisque je suis un acteur culturel, j'ai réfléchi, ben, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver un festival qui puisse attirer du monde à Boaké, qui puisse attirer les anciens, ceux qui ont fui Boaké, qui ont déserté Boaké, leur donner l'envie de revenir. Ceux avec qui on a grandi, leur donner l'envie de revenir. C'est dans cet esprit que le festival a été créé. Et là, nous sommes à la 7e édition, bientôt. Bientôt, en 2026. Fin avril. D'accord. Inside TV, on fera l'effort quand même d'être là. Voilà, pour, Vous êtes invité. Merci. On sera là. Donc, quand Bissakadé est venu effectivement au festival, donc, on a gardé les liens et jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. Est-ce qu'il y a un truc qui se prépare avec Bissakadé? Parce que on prépare un gros concert avec Bissakadé en 2026 à Abidjan. Ça, c'est un scoop, alors. C'est un scoop. Exclusivité. C'est déjà bon, c'est déjà bouclé. On se parle tout le temps. Non, je veux dire, quelqu'un pourrait passer derrière pour... Mais, non, c'est quelqu'un... Bissakadé, c'est quelqu'un... En fait, pour le temps de peu que je l'ai fréquenté, en fait, quand on se parle, je trouve que c'est quelqu'un de loyal. Ok. Parce que pour venir même déjà, il est assez humble. Ok? C'est un monsieur assez humble et tout ça. Parce que quand je l'ai fait en temps normal pour le faire venir pour un tournage de clip, c'est quelqu'un, si c'était un autre artiste, il m'aurait fait chier. Ouais. Mais pas du tout. Le monsieur, il est posé. Donc, je me dis qu'il est assez loyal. Pour ceux qui ne savent pas, il fait partie quand même des références en matière de musique au Ghana. C'est une grosse star. Ouais, Bissakadé en tout cas. Je vois un peu. Alors, Chico Lacoste, on va aller, si tu veux, à une page un peu, je dirais pas sombre, mais une page quand même qui t'a marqué de ton histoire. En 2022, tu as été victime d'un accident de la route, qui a failli nous t'arracher. Voilà, tu vois un peu, c'était compliqué quand même pour toi. Je parle de l'année 2022. On a vu des images de toi sur Facebook avec le bras fracturé, mais en même temps, il faut dire que c'est pas tout le monde qui sait exactement ce qui s'est passé. Moi, quand on préparait l'émission, tu m'as un peu raconté, pas un peu raconté, même dans les détails. Tu l'avais fortement constaté. J'avais des frissons quand tu me racontais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est un souvenir assez douloureux quand même parce que c'était pénible. Ce jour-là, c'était, je crois, un vendredi. Le vendredi, j'allais même à Boaké dans le cadre du festival. Okay. Puisqu'on avait rendez-vous, mon partenaire et moi, on avait rendez-vous avec monsieur le maire de la ville de Boaké pour parler concernant le festival. Okay. Et on fait nos premiers rendez-vous en journée à Abidjan avec nos sponsors et on s'est dit, on a rendez-vous à 16h à Boaké. On démarre d'Abidjan à midi. Arrivé à la sortie d'Abidjan, on n'avait même pas eu le temps de déjeuner et tout ça. Donc on a pris vite fait des sandwichs. Des sandwichs, on prend la route. Je me dis, bon, qu'on mange des sandwichs rapidement. Donc on roule doucement. Il dit, bah, ok, moi, ce jour, j'étais en costume et tout ça. Il dit, bah, après le premier péage, le temps de finir de manger après le premier péage, je me gare. En fait, j'ai même pas mis ma ceinture. En fait, malheureusement, j'ai pas ma ceinture de sécurité. Il me dit, bon, après le premier péage, je me gare, je me mets à l'aise, je finis de manger. Donc, je mets ma ceinture, après, on continue. Après le premier péage, effectivement, et on y allait. Et après, le temps de trouver une place pour garer, je prends une épaule. J'entends une explosion de pneus.
Voilà. C'est tout ce dont je me souviens. Jusqu'à ce que je revienne à moi. Touché du monde autour de moi. Donc, je ne sais plus ce qui s'est passé. C'est après qu'on m'explique réellement ce qui s'est passé. Mon ami est auprès de moi, et puis des gens qui étaient là sur les... Tu avais quelqu'un avec toi dans la voiture? Puis j'avais un ami avec moi, mon ami avec qui, en fait, mon partenaire, Ok. avec qui j'allais au rendez-vous. Donc, c'est lui qui a tout suivi. Heureusement que lui, il avait sa section, donc lui, il était resté truc. Donc, c'est lui qui raconte après ce qui s'est passé en réalité. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il m'a dit, quand le pneu a explosé, j'ai crié merde, et j'ai tenu le volant avec les deux mains, et la voiture allait, à un moment j'ai touché le frein, et la voiture allait sur le terre-plein, et l'autre voie, puisqu'on était sur l'autoroute du Nord, dans cette deux voies, et moi, j'étais plus là. Et il dit qu'il y a un camion qui arrivait en face de nous, donc le camion a dû freiner depuis très loin, sinon il nous aurait pris. Donc c'est là que lui-même il a commencé à crier Jésus, Jésus, Jésus. Donc on est passé, allé dans le ravin, tonneau, je crois qu'on a fait la voiture a fait 3 tonneaux par exemple. Et quand la voiture se pose, lui, il revient à lui, tous les airbags sont sortis, toutes les vitres sont brisées, mais encore en place. Donc il cherche à sortir de la voiture, toutes les portières sont bloquées. Et la voiture qu'on avait, c'était un 4x4, mais avec juste une petite ouverture. Toi, le plafond était fermé, tout ça. Donc, Vitré, là. Ouais. Ouais. Donc, lui, la seule ouverture qu'il voit, c'est là. La petite ouverture qu'il a, qui est ouverte. Donc, il essaie de sortir par là, difficilement. Il sort, mais moi, je ne suis pas dans la voiture. C'est quand même étroit, hein? C'est très étroit. Très, très étroit. Même pour en sortir par là, c'était compliqué. Lui-même, pour lui, c'était compliqué. Mais, lui, il ne me voit plus dans la voiture. Donc, quand les premiers gars arrivent pour nous secourir, tout ça, les voyageurs, les passants, donc, quand il arrive à sortir, il descend, on lui demande, mais mon frère, qu'est-ce que ça va? Et tout ça, il dit, ben, ça va, il était encore étourdi et tout. Il dit, mais, on dit, t'étais seul? Non, je suis avec mon frère, mais je ne le vois plus. Et dans le rayon, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans la voiture. Wow. Donc, quand les gars accourent, ils arrivent. Donc, c'est quelqu'un qui crie quelque part là-bas, derrière, là-bas. Ah, mais il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. Donc, les gens accourent, ils sont accrochés à un arbuste. Et quand les gens arrivent, je tombe dans la broussaille. Devant eux. C'était pas très loin de la voiture? Un peu loin quand même, hein. Un peu loin. Donc, t'as été projeté, en fait. Ben, je ne sais pas. Plus ou moins, je n'étais plus là, je ne sais plus. Bon, c'est, si tu veux, la chose la plus logique, hein, je le dis. Parce que là, tu sors par où? Mais il y a combien, c'est quoi le pourcentage de chance? Parce que je me pose toujours cette question-là, jusqu'à aujourd'hui. Cette petite ouverture-là. Le pourcentage de chance pour que je puisse... Parce que quand tu expliques être éjecté par là... Le genre de voiture là, fermé. c'est pas évident quand même. C'était fermé. Le plafond, c'est-à-dire la vitre était fermée, le plafond était fermé. Comment ça se fait? C'est quoi? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Je sais pas. Mais j'étais à quelques mètres quand même de la voiture. Accroché à un arbre, quand je tombe, jusqu'à ce que je revienne à moi, je me réveille, il y a du monde autour de moi. Pourtant, quand on m'explique, j'étais quelque part dans la brousse. Et pendant, c'est-à-dire avant même que tu te réveilles dans la brousse, tu n'avais rien constaté, tu ne savais pas, tu n'étais plus conscient. Non, je n'étais plus là. C'est-à-dire, au moment où tu étais conscient, tu étais encore dans la voiture. Mais, je veux dire, oui, c'est quand tu entends l'explosion. C'est juste ça. En temps normal, j'aurais pu voir le trajet. Ouais, même tout ce que ton ami a expliqué, t'as pas vu, en fait. J'ai rien vu de tout ça, moi. En temps normal, je devais voir ça. Comment je tiens le volant, tu perds conscience avant même que la voiture ne fasse l'eau. Voilà. Ouais, apparemment, il va y avoir un choc avant que je ne perde connaissance. Mais ça n'a pas été le cas, puisque moi, je ne me souviens plus de rien. Juste l'explosion du pneu, c'est tout. Est-ce que c'est simple, selon toi, tout ça? Non, parce qu'on t'entend, parce que déjà, à sortir déjà, de là-haut, là, c'est par rapport à la voiture, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que c'est vraiment étroit. Je prends la mesure, c'est quoi? C'est des centimètres. Ça ne faut même pas, mais attends, comment j'arrive? Pourtant, c'était fermé. Je ne sais pas. Nous sommes en Afrique, hein. Est-ce que tu as cherché à voir un peu, parce que, la manière dont tu expliques les choses, ça, apparemment, c'est pas très simple. J'ai envie de dire, c'est pas très naturel, tout ça. Frédéric, tu sais, moi, ces choses-là, franchement, je n'y crois pas trop. Mais on est en Afrique.
Je n'y crois pas trop, puisque après l'accident, en fait, avant l'accident, mon cousin qui est au village, il y avait eu un rêve. Lui, il avait eu un rêve. Ouais, le cousin m'a dit qu'il fallait faire des sacrifices. Ok. Il l'a dit. Et moi, comme ce genre de choses, je ne prends pas trop ça au sérieux, je néglige vraiment. Donc, il m'a dit, envoie l'argent pour qu'on achète un mouton pour faire des sacrifices. On va appeler les vieux, on fait des prières, tout ça. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. J'ai pris ça à la légère, je ne calculais même plus. Mais il me traquait tellement. Il lui a dit, un jour comme ça, bon, appelé un mardi, j'ai dit, bon, ok, je vais t'envoyer de l'argent et puis vous allez faire ça. Bon, tu veux te débarrasser de lui, en fait. Je débarrasser de lui en réalité. Donc, je lui fais le dépôt le mardi. Il m'a dit, Chico, ils ont dit que les sacrifices sont bons les jeudis. On va faire ça le jeudi. Il dit, ok, moi, fais bon comme bon te semble. Effectivement, le jeudi, ils rassemblent les vieux du village, ils immolent le mouton, ils font les sacrifices, ils m'envoient les vidéos, il m'a fait les vidéos le jeudi nuit, il m'envoie les vidéos. Okay. Il dit, ok, merci alors, et que Dieu fasse. Et c'est le lendemain que je partais en voyage. C'est le lendemain du sacrifice que t'as l'accident. Il y a eu l'accident. Il a fait les sacrifices jeudi. Et le vendredi, moi, je me suis débarrassé de quelque chose. Le jeudi. Le vendredi, j'ai fait l'accident. Et lui, il apprend l'accident. Donc, après l'accident, quand on se parle, il m'a dit, ah, Chico, je t'avais dit. Attends, moi, je veux comprendre, je veux qu'on aille bien inside. Est-ce à dire que le sacrifice qui a été effectué t'a en quelque sorte sauvé la vie? Mais ce c'est que lui me dit, ça a contribué quand même à me sortir de ça. Est-ce que c'est pas les vieux qui ont sauvé ou qui ont posé? Je me suis dit ça, il dit, mais les vieux là. Il a dit, mais les vieux là, ils ont fort, parce que tu racontes là. Il dit, ils m'ont sorti de la voiture. Non, mais c'est pas possible, en fait. Parce que déjà, tu fais connaissance avant même le choc. Et j'ai dit souvent aux gens, il dit, pour rire, il dit, mais moi, je suis mort et je suis revenu, hein. Je dis ça à mes amis pour rire souvent, il dit, je suis mort. Donc ça, c'est une deuxième vie que je vis là, hein. C'est en temps normal. Je ne suis plus là pendant un accident et je reviens. C'est-à-dire que je reviens à moi quand, je dis, non, c'est pas possible. Et lui, il me le dit, il dit, Chico, il a commencé à rire, en fait. Ton cousin? Mon cousin, il a ri. Il dit, mais je t'avais dit. Mais Dieu merci. Parce qu'il t'avait dit, en effet, qu'il avait fait un rêve. Il a insisté. T'as fait un accident. Il a tellement insisté que j'ai voulu me débarrasser de lui et j'ai envoyé l'argent. Est-ce que depuis ce jour, à chaque fois que tu l'appelles? On se parle tous les jours. Non, je veux dire, les vieux, par exemple, du village, de temps en temps, on salue toujours les vieux, je leur apporte des choses que je peux apporter quand je peux, voilà. Cet accident, t'as laissé des séquelles, apparemment. Oui, ce bras, il a été opéré. Ouais, c'est une cicatrice. Ça a été cousu, les morses, en fait, les os étaient fissurés de partout. Et ça a été vissé et tout ça. Parce mais avant même ça, comment ça se passe? Quand tu fais l'accident, où est-ce qu'on t'envoie? C'est à Boaké, sur la route de Boaké? Non, c'est au kilomètre 50. L'accident a eu lieu au kilomètre 53. Ah, d'accord. C'est-à-dire sur le boulevard. Donc, la ville l'a pris pour c'était à Abidjan. Donc, il fallait retourner à Abidjan. Donc, quand on m'a ramené sur le bord de la route, les premiers voyageurs qui ont commencé à prendre les premiers secours, avant que les pompiers n'arrivent. Et quand les pompiers sont arrivés, en fait, les gens qui sont venus qui ont accouru, il y a des gens qui ont commencé à me reconnaître. Ah, mais c'est lui. Donc, ça fait qu'il n'y a pas eu de fuite d'image. Les gens ont tout bloqué. Parce qu'il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu d'image, pas du tout. Ça a été ma chance. Ouais. Et quand les pompiers sont arrivés, parmi les pompiers, il y avait un jeune qui m'a reconnu aussi, dit, ah, mais c'est le vieux père Chico et tout ça. Donc, les gens ont dit, après, on l'amène où? Les gens, même mon frère avec qui j'étais mon ami, a dit, on l'amène à telle clinique et tout ça. Le sapeur-pompier a dit, non. Amenons-le au chute Cocody. Ok. Le jeune là, il a insisté. Pourquoi on amène au chute? Non, le chute de Yopougon. Non, amenons-le au chute Cocody. Parce que le chute le plus proche, c'est quoi, Yopougon? Ouais, normalement. Logiquement. Ouais. Donc, on m'amène au chute Cocody. Et en allant, ils ont essayé d'appeler quelques personnes, mais il y a quelques gens qui me connaissent, qui mettent des grands frères. Donc, ils sont allés m'attendre là-bas. Parmi ces personnes, il y avait un grand frère du nord de Solo, qu'on connaît, qui était là, en fait, lorsqu'il était médecin, en fait, il était étudiant, il a fait de la médecine, et donc il s'est souvenu il avait fait la médecine avec un gars, un professeur qui exerce maintenant au Chute Cocody. D'accord. Il a fait la fac. Et donc, il a essayé de l'appeler pour lui dire que son petit arrivait, qui a fait un accident, mais qui arrivait. Donc, quand je suis arrivé aux urgences, le gars n'avait pas répondu aux appels.
Donc, le temps que les gens prennent soin de moi là-bas, me stabiliser et tout ça. Après, apparemment, le professeur était au bloc opératoire. Donc, quand il voit les appels du gars, il avait tellement insisté qu'il rappelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je suis au chute Cocody, j'ai mon petit qui a fait un accident, qui est là, qui est aux urgences. Il y a des fractures et tout ça. Donc, lui, il descend. Il vient voir mon état. Ok. Il voit ça, il regarde mon bras, il dit, non, non. Le bras était comment? Sérieux. C'était comment? Mais tous les os étaient fissurés. Wow. Yeah. Donc, on m'aurait amputé. Oh. Enfin, non, oui, parce qu'il me l'a dit, parce que quand il est arrivé, il a vu l'état, il a dit au médecin, il dit non, ramenez-le chez moi, moi je vais m'en occuper. Il a insisté pour que ramène ce bloc. Effectivement, il a fait l'opération le lundi, l'accident, il vient vendredi, on m'a stabilisé jusqu'au lundi, je suis rentré au bloc, il a fait l'opération. Et après ça, lui, on a sympathisé, puisque c'était un jeune médecin assez cool. Donc on a commencé à sympathiser. Il m'a dit, tu sais, Dieu est avec toi, parce que si on avait été un autre médecin, si on t'avait envoyé ailleurs, il n'allait même pas s'amener, on allait t'amputer, quoi. Je comprends pas. C'est-à-dire, si c'était pas, Il dit, si c'était pas lui, parce que, oui. il dit, tu as eu la chance que c'est moi qui t'ai pris, sinon, si on était quelqu'un d'autre, n'allait même pas s'emmerder avec tout ce qu'il y a comme fracture, on t'aurait amputé. Pendant qu'on préparait l'émission, je me disais qu'il y a des vis. Ben oui, les os étaient vissés, tout ça. Jusqu'à présent, c'est encore le fer anglais. Là, t'as des vis, c'est encore dedans. On me dit, non, il faut aller les retirer maintenant. Non, je peux plus aller me recoucher pour qu'on ouvre mon bras. C'est bon comme ça. Mais j'ai une question très bête. Ça va pas se rouiller à l'intérieur? Non. En fait, le matériel qu'ils prennent, ça tire, je pense pas. Sinon, lui-même, il m'aurait dit, il doit insister pour qu'on retire. Mais bon, c'est bon. Je suis... D'accord, Dieu merci, t'es avec nous. La preuve, t'es dans Inside TV. C'est bon, j'ai fait ma rééducation, le bras, il fonctionne normalement. Ouais. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, ça va, quoi. En tout cas, merci déjà pour la confidence, parce que c'est une histoire qu'on ne savait pas. Tout ce que tu as raconté là. Merci. Parler, mais bon. Ouais. Chico Lacoste, homme de showbiz, t'es dans le milieu depuis très très longtemps. Tout à l'heure, on parlait de déjà ton accident et des choses qui n'ont pas été très très naturelles à ce niveau-là. Parlons de showbiz, qui est un milieu également qui est, j'ai envie de dire, un milieu qui fait peur. On parle pas seulement du showbiz ici en Côte d'Ivoire, hein, un peu partout dans le monde. Un milieu showbiz qui a aussi ses vices. Après 20 ans dans ce milieu-là, est-ce que tu as été confronté à certaines choses pas très catholiques? Pas forcément que tu l'aies fait, mais est-ce que tu as été confronté à cela? Frédéric, tu sais, les vices, ça existe dans tous les secteurs d'activité. Oui. C'est partout. Mais le showbiz... Non, je veux dire, c'est parce que notre secteur est assez médiatisé. Okay. Sinon, ça existe partout. C'est quoi? Sexe, alcool, drogue. Ça? T'as déjà pris la drogue? Ça existe partout. Non, je ne me suis jamais drogué. Jamais drogué. Parce que je me dis, tu sais, il m'arrive souvent de prendre une cigarette au passage, juste pour frimer ou quoi, que ce soit, ou bien le cigare, oui, je le fume de temps en temps. La cigarette, souvent je le dis aux gens, c'est quand j'ai envie de planer, je prends une cigarette au passage. Je me dis, du moment où la cigarette déjà me fait planer, ça veut dire que si je passe ce cap-là, je peux devenir fou. Ouais. Et je n'ai jamais touché à la vente, elle m'a jamais tenté. Et des propositions indécentes, par exemple. Mais les propositions indécentes, c'est quoi? Le sexe entre hommes. Peut-être des femmes, hommes. Ouais. Mais je suis un homme, ok? C'est vrai, elle a assez de tentation. Parce que tu vois, en plus, tu es un homme qui prend beaucoup soin de son physique. Mais ça, c'est pour mon mental même déjà. Tu rencontres beaucoup de personnes. C'est vrai, tu es tenté par les femmes. Tenté. C'est normal, hein, un homme qui n'est pas tenté par une femme, bien sûr. Exemple, c'est normal. On parle d'homosexualité, tout ça dans le secteur. Mais moi, tu sais, moi, je dis toujours aux gens, souvent même, il arrive, il y a des moments où des gens qui ne me connaissent même pas, vu ce que tu dis là, dis oui, parce que je prends beaucoup soin de moi, il y en a qui se basent sur ça pour dire que je suis peut-être homosexuel. Ils l'ont dit souvent. Sans preuve. Mais tu sais, aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de preuves pour parler. Moi, ils m'ont traité de cela depuis, attends, les gens, des proches, c'est vrai. Des gens qui m'appellent, j'étais dans j'ai entendu telle personne qui disait ça. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Quand c'est comme ça, quand on parle de moi quelque part, là, appelle-moi. Parce que ça se trouve que des gens qui parlent de toi ne te connaissent même pas. C'est vrai. Je vais arriver, et puis je vais voir s'il sait que c'est moi réellement, pour parler de moi comme ça. Moi, je dis, mon éducation, ma religion. Et je le dis.
ne me permettent pas de faire ça. Ok. Jamais. Je suis issu d'une famille musulmane, pieuse. C'est vrai. Aujourd'hui, peut-être que je ne pratique pas vraiment, mais je fais des prières quand je veux. On dirait que je suis dans le monde, comme on dit. Mais ça, cette base-là, je ne l'oublie pas. Hein. Mhm. Non, du tout. Donc déjà ça, la religion m'interdit. Mon éducation m'interdit. Donc je ne ferai jamais ça. Donc ceux qui parlent sans me connaître vraiment, ils se trompent. Ok. Mais tu sais quoi? Mhm. À un moment, quand les gens ont commencé à dire ça, une fois une émission sur la RTI, quand ils ont créé RTI Musique. Oui. Avec Barthélémy Nabo. Il y avait Kadjo. Ok. Une émission avec Kadjo. C'était ça, non, son nom? Je sais plus Jean-Marie trop. Kadjo, bien truc. Oui, je sais plus. Il m'a posé la question sur un plateau de télé comme ça. Oui, ton ascension est fulgurante parce que on parle de toi là, tu voyages beaucoup, Il m'a dit, mais est-ce que tu ne serais pas homo? Parce que ça se raconte. Attends, il t'a posé la Il question. m'a posé la question sur un plateau de directement télé. comme ça. Oui, les gens n'ont pas. Les gens, Non, il a mais dit les gens parlent en il a tant dit- que. il a Je dit- ne critique il pas dit- sa il manière de dit- poser les vu questions, mon mais tu évolution, pas frontalement comme il dit, ça. vu mon évolution, c'est pas normal. Il dit, mais moi, je suis allé à l'école avant de me retrouver dans le showbiz. Là, ça veut dire que j'ai une connaissance quand même, j'ai un bagage. Ouais. Donc, je peux me servir. Le showbiz, là, ça peut être un tremplin. Ouais. Tu rencontres beaucoup de personnes. Tu peux même rencontrer le président de la République. Parce que tout le monde consomme la musique. Mhm. Et on est en contact avec tout le monde. Donc, quand tu as un bon carnet d'adresses, tu arrives à avoir un carnet d'adresses pareil. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu profites ou pas? Bien sûr. Profiter comment? En créant d'autres business, qui n'ont rien à voir avec le show business. C'est ce que moi j'essaie de faire. Et je le dis à mes jeunes frères qui arrivent après nous. Le show business te permet d'avoir un bon carnet d'adresses. Et avec même ça, tu peux faire du lobbying. Oui. Et c'est ce que moi je fais. Est-ce que t'as Mais eu, pourquoi ça te dérange? est-ce que t'as eu mal d'entendre ce genre de choses? Mais Est-ce que non, tu t'es ça me senti, disait rien au départ. Jusqu'à ce qu'un jour, une grande sœur, c'est-à-dire l'amie intime de ma grande sœur à moi, Ok. une dame devant qui j'ai grandi, m'appelle un jour, qui est assez musulmane. C'est-à-dire, elle-même, Elle est pieuse, au fait. elle est pieuse Ouais. dans un autre truc. Elle m'appelle un jour, et elle est au Mali. Ok. Elle m'appelle du Mali. Ça veut dire que même ça a dépassé les gens, on en parlait. Ouais. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, Chico, c'est ma grande sœur, j'ai appris un truc là. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, attends, je dis, mais c'est quoi sa grande sœur? Et elle me sort ça. Tu vois, là, ça m'a choqué parce que je me dis, peut-être que mes parents, mes proches même, très, très proches même, l'ont appris aussi, mais ils n'osent pas me poser la question. Je vois. Donc, ça veut dire que ils pouvaient être fiers de toi, de ton évolution, de ton parcours, mais quand ils apprennent ça, ils sont déçus. Mais ils n'osent pas te poser la question, pour le respect peut-être qu'ils ont. Je comprends bien ce que tu es en train de dire. Et là, ce jour, ça m'a tué. Il dit, bon, ok. Désormais, celui que j'entends dire, c'est-à-dire qu'on me dit, telle personne a dit. Mhm. Ce jour-là, toi et moi, comme on dit, excusez-moi du terme, on meurt ensemble. Ce jour-là, soit je vais en prison. Parce qu'il y va en ton prison, image, hein. Je vais en Ouais. prison ou bien je meurs là. Parce que nous deux là, il va y avoir quelque chose. Oui. Parce qu'il faut que je le fasse Ouais. pour que les autres là, qui ne savent pas de quoi il s'agit, continuent. Est-ce que tu as eu à le faire? Non, mais je sais pas quoi, parce qu'il ne peut pas le dire devant moi. C'est les gens qui me disent, peut-être que dans un milieu, ils sont mais quand on parle de moi, Chico, là, mais lui là, c'est un pédéo, c'est un truc. Mais pourtant, ils ne se Je le connaissent dis. pas du tout, hein. Donc, quand je le dis, il dit, bon, ok, pour quelqu'un, pour des gens qui me le disent, il dit, mais quand c'est comme ça, s'il te plaît, envoie-moi juste un message. On est dans tel coin, j'arrive. Et tout va se régler là. Parce qu'il faut que je donne l'exemple. Mhm. Un seul exemple. Tu vois, en fait, je Exactement. pose un acte qui va servir d'exemple aux autres. Est-ce que c'est la première fois que tu t'ouvres comme ça concernant ce sujet? Non, jamais. Et je n'en parle même pas. Exactement, Je suis là, c'est- je c'est- regarde. Parce que j'ai pris quand même la peine avant l'émission, dans la conception de l'entretien,
checké un peu, comme je le disais en guillemets, hein, les différents interviews que tu as eues. C'est vrai que tu n'en parles pas très souvent. À part cette histoire d'homosexualité, c'est quoi la plus grosse connerie? Je dis connerie parce que pour moi c'est pas vrai. C'est quoi la plus grosse connerie que tu as entendue à ton sujet? C'est ça. Puisque c'est ce qu'on va dire, oui, il est gigolo, mais il court les femmes et tout ça. Ça, on entend ça tous les jours. Mm-hmm. Et ça ne choque plus personne. Ouais. Mais ça, par contre, ça choque. Ça choque. Parce qu'il y a des gens qui te prennent pour exemple. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui me prennent pour exemple, qui me prennent pour modèle. Ouais. Mais eux, là, quand ils apprennent ça dans un couloir du quartier quelque part là-bas, est-ce que tu penses qu'il va porter le même regard sur moi? Et quand les personnes même qui disent, même sont convaincus, qui disent avec, oui, alors qu'ils n'ont qu'une, en fait, elles n'ont aucune preuve. On a un souci dans ce milieu-là. Quand tu arrives à atteindre un certain niveau social, on estime que c'est trop facile pour lui. C'est pas évident. C'est-à-dire avec ce qu'on sait de lui, il peut pas atteindre ce niveau-là. Comme tout à l'heure, tu as dit, le journaliste qui disait non, vu ton parcours, tu as facilement atteint, si tu veux, un certain niveau, donc forcément tu es homosexuel. Et c'est ce qu'on dit dans... Il n'y a pas de forcément, il l'aurait appris. Ouais. Dans la ville comme dans les commérages de quartier. Mm-hmm. Mais lui, il me pose la question. Oui, mais à travers lui, c'est ce que peut-être certaines d'autres disent, hein, que non, pas forcément toi, hein, tu sais, dans le milieu showbiz, quand tu as atteint un certain niveau, ou même quand on ne sait pas exactement comment tu arrives à rentrer dans certaines sphères, on se dit, le gars, il est dans un milieu pas très net. C'est que les gens oublient, il y a le facteur chance, oui. L'évolution d'un homme, il y a le facteur tête, minds, ouais. Minds. Voilà. Donc, quand tu es deux réunis, mais tu ne peux qu'aller de l'avant. C'est vrai, moi, je me suis retrouvé dans ce milieu par hasard, parce que c'était même pas prévu. Mm-hmm. Mais j'ai fait quelque chose avant d'arriver là. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'au-delà, t'as été victime, par exemple, de supercherie spirituelle, par exemple? Je ne crois pas trop à ces choses-là. Sérieux, non. On dit ça existe dans le milieu, il paraît. Ça peut exister, mais moi, je me dis, ce genre de choses, ça peut t'atteindre quand tu crois. C'est ma philosophie, ça. Je me dis, si on arrive, en griffe, on arrive à te basser, là. C'est parce que tu crois aux basses. Tu penses cela? Oui. Moi, c'est ma philosophie. On ne peut pas me l'enlever. Je me dis, si tu crois aux basses, en fait, ça peut t'attraper. Moi, on dit souvent, les femmes bassent les hommes. Moi, je dis, aucune femme ne peut me basser. Parce que il y a forcément plein qui ont tenté, je suis sûr. Comment? Et il y a forcément plein de femmes qui ont tenté de te basser. Moi, ça ne peut pas m'avoir parce que je ne crois pas en ça. Sérieux? C'est comme ça que je réfléchis. Donc, je vois. Mais à part les basses et autres, des coups bas, par exemple, dans le showbiz. Mais le coup bas, forcément, tu vas trouver des gens pour te torpiller. Raconte un truc, je sais pas moi. Non, pas forcément peut-être un événement que tu veux organiser, peut-être il y a un truc. Il y a forcément des gens qui vont te torpiller. Ça, c'est clair. Sans mentionner de nom. Pas torpiller. Peut-être tu t'es sur un coup, un deal, par exemple. Et puis, je sais pas, quelqu'un est passé par derrière pour gérer. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours, tu peux aller même dans notre milieu. Le dernier à date, c'était quoi? C'est quoi? Même te torpiller chez les sponsors. Puisque nous, on fait des événements. Ça t'arrive souvent? Oui, mais forcément, il y a des gens qui vont torpiller chez les sponsors. Souvent, on est organisateur d'événements. Donc, on est toujours en contact avec les sponsors. On est à la recherche de sponsors. Mais il y a des gens qui vont passer derrière pour te torpiller. Ça, on le sait tous les jours, on le sait. Puisqu'on nous le dit, on a des hommes quand même on a des hommes quand même dans ces secteurs-là. On dit, telle personne a dit ci, telle personne a dit ça. Et toi, allez de ton événement. Ouais, et c'est quoi le coup bas qui t'a le plus affecté? Il y en a eu tellement que je veux même pas, je sais même plus. Justement, donc, un seul qui t'a vraiment, tu dis, mais attends, les gars, ils m'ont eu un truc vraiment. C'est-à-dire, un coup bas il y en a tellement, t'es habitué, donc, mais ce truc-là, vraiment, comme on dit chez nous, c'est rentré. Mais là, sur le coup, je ne saurais te le dire. Mais il y a eu tellement de petits trucs comme ça. Après, le gars, même le concerné, même, te dit, il t'a tapé ici, hein. Ok, c'est de bonnes guerres, alors. D'accord. Alors, on parle toujours du showbiz ivoirien. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un vent assez positif qui souffle sur le showbiz ivoirien. Quand on regarde un peu le rap ivoire qui est à son prime depuis quelques années,
avec des stats qui donnent envie de faire du rap, d'ivoire. On a également un nouveau genre musical, le biama, qui est beaucoup apprécié. On a même la musique variété avec José, Roselyne qui cartonne bien, et également les petites sœurs qui sont derrière, Hilary, Moula et autres. Est-ce qu'on peut dire que le showbiz ivoirien se porte bien, avec beaucoup d'événements qui se passent, beaucoup d'événements qui marchent bien également? Frédéric, depuis notre avènement même dans le milieu, depuis qu'on est tout petit, on sait qu'Abidjan est la plaque tournante de la musique. Ok. Tout le monde le sait. Tout se passe à Abidjan. Là, pourquoi les pays voisins, ils viennent tous ici. Les artistes ils viennent venir promouvoir leur musique ici. Parce que tout part d'Abidjan. Okay. C'est vrai qu'à un moment, la musique ivoirienne, puisque c'était un peu en baisse, mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui a fait que c'était un peu en baisse? C'était l'arrivée... les gens ne travaillaient pas assez. Ok. Les gens ne travaillaient pas assez. Donc la génération d'avant ne travaillait pas, puisque là, c'est vraiment une nouvelle génération en ce moment. C'est un moment. Okay. Mais je peux dire qu'à faire, les gens avaient baissé un peu les bras. Mais aujourd'hui, les gens ont repris conscience. Aujourd'hui, tout est truc. Même le coupé décalé qui on disait était mort, mais apparemment il n'était pas du tout mort. Il n'était pas mort, il était en veille. Quand on voit ce que Beno fait, on voit le coupé décalé était en veille. Il n'a jamais été question que le coupé décalé soit mort, non. Selon toi, qu'est-ce qui avait mis le coupé décalé en veille? Surtout depuis la mort de feu Didier Arafat. Oui, parce que après il y a eu tellement de discours autour, tellement de guerres autour de sa mort. Autour de ça. Donc ça fait que, à un moment, tu sais, quand il y a trop de paroles autour d'un business, ça fait que beaucoup s'en éloignent. Donc beaucoup avaient pris du recul. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'était lui la plaque tournante du mouvement. Non, mais pas vraiment ça. Arafat, c'était un nom, c'était lui seul, il faisait bouger le mouvement. Mais oui, parce que lui... Tu peux dire ça. Mais oui, il faisait bouger le mouvement parce que lui, il attaquait tout le monde. En même temps, il créait la concurrence, en fait. Arafat créait la concurrence. Le combat et tout ça, c'était ça. Okay. Donc, je me suis dit, après sa mort, tu vois que ça fait baisser un peu le truc, parce que beaucoup ont pris du recul. Ceux avec qui même il était en compétition et tout cela, tu vois. Beaucoup ont pris du recul. Aujourd'hui, tout le monde revient. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde revient. Serge Beno, Kedji Vara. Parce que lui, il tapait sur tout le monde. Ouais. Il tapait sur tout le monde. Beno, Debord, il tapait sur tout le monde. C'était de bonnes guerres. Voilà. Donc, après sa mort, tu vois que les gens, beaucoup ont pris, c'était un choc pour beaucoup quand même. Donc, ils ont pris du recul. Aujourd'hui, que tu vois que tout le monde revient aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, le showbiz ivoirien, ça va. Ben, on dirait ça, parce qu'aujourd'hui, tout se passe à Abidjan. Il y a de bonnes salles. Oui. Donc, ça fait que ça motive les gens, ça motive les artistes. Chacun veut remplir la salle d'exposition. Ça devient un challenge. Ça devient un challenge. Un challenge aujourd'hui. Il faut que moi, je remplisse cette salle. Donc, ça fait que les gens, ils se donnent à fond. Je me souviens qu'on avait appelé un artiste, une fois pour un événement. Et puis, il demande c'est où déjà? On lui dit non, c'est l'Esplanade. Et non. Parc des expositions ou rien. Parce qu'il avait déjà fait l'Esplanade. Il y a un challenge. Donc, ça fait que même les artistes des autres pays veulent venir expérimenter. Donc, ça fait qu'il y a du mouvement. C'est énorme. Tout le monde. Parlons d'artistes étrangers. On a vu un peu ta sortie concernant l'affaire Sidiki Diabaté, voilà, qui voulait forcément faire un concert pendant la campagne électorale ici en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui ont jugé en effet que c'était pas approprié, même au plan sécuritaire, tout et tout. Et surtout un concert en hommage au président de la République. Il y a d'autres également qui l'ont soutenu, on va pas citer les noms. J'étais un peu étonné, je suis étonné quand même de voir ta sortie. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas beaucoup concernant ce genre de sujet-là. Mais est-ce que c'est parce que là, on parlait vraiment de la nation, c'était d'ordre sécuritaire, d'ordre national, que tu as voulu prendre la parole à ce sujet-là? Déjà, je l'ai expliqué dans ma sortie. J'ai dit d'abord, la période n'était pas appropriée, puisque les tensions étaient vives. Oui. Ça, on le sait, hein. On se le cache pas. Les tensions étaient vraiment vives par rapport aux élections, là, et tout ça. Pourquoi? Toi, tu viendrais faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Rassembler 40 000 personnes dans un lieu, au plateau, non loin de la présidence de la République. Est-ce que tu penses qu'il y avait une crainte sécuritaire? Oui, mais tu vas rassembler 40 000 personnes.
Là, en ce moment, où il y a des tensions et autres, mais nos forces de l'ordre même étaient déjà occupées à sécuriser déjà les élections, puisque c'était pas loin déjà, la date n'était pas loin de la date des élections. Il fallait déployer les gens à travers le pays. Pourquoi venir rassembler 40 000? Là encore, c'était encore un problème, casse-tête encore pour nos forces de l'ordre. Mais les autorités avaient accepté, non? Non. Personne n'a donné son nom. Non, lui, il a commencé à communiquer. Parce qu'on avait l'impression le stade était déjà acquis. Ça, je ne le dirais pas, puisque personne n'est sorti pour dire qu'il nous a montré aucune autorisation. Lui, il a commencé à communiquer. Il a commencé à communiquer sur son événement. Et il allait le faire. Non. La période n'est pas appropriée. Et deuxièmement, moi, j'avais un autre problème. Il dit, bon, ok. Concernant cet artiste-là, qui vient d'un pays voisin, où de Bordeaux devait aller jouer. On parle de Bordeaux qui devrait faire un concert au Mali. Avant ça, tu me demandes pourquoi j'ai fait cette sortie. Okay, la première cause, c'était d'abord la problème de sécurité. La deuxième cause, pourquoi je ne voulais pas, parce que de Bordeaux, à un moment, il faut pratiquer la politique, la réciprocité. Oui. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Tu me fais mal, je te fais mal. Je vais savoir que ce que tu m'as fait là n'est pas bien. Ok. De Bordeaux, j'avais signé un contrat où de Bordeaux devait jouer au Mali le 31 décembre 2024, c'est ça? Et il devait participer à un festival à Caille. Mais à la veille j'ai signé tout ça, ils ont payé les avances et tout. À la veille en fait, à quelques jours du concert. Des gens se sont levés là-bas pour dire que de Bordeaux ne rentre pas dans leur pays et ne fait pas de concert dans leur pays. Ok. Et si. Et tous, ils étaient là, ils ont tous suivi, ils ont vu ça. Donc, quand ça se passe, et il n'est pas parti, on dit, ils ont refusé catégoriquement, donc ils ont annulé sa participation au festival. Il dit, bon, dans ce cas, la période là, on avait laissé quelques spectacles ici, parce qu'on s'est dit, dans le programme, il devait aller au Mali. Mais il y a un manque à gagner. Ouais. Dans ce cas, vous payez le reste du complément du cash de solde et vous le dédommagez. Les gars, ils ont refusé de le faire. Donc, ça a eu un manque à gagner pour l'artiste. Ok. Vous avez fait ça chez vous, parce que vous êtes dans votre pays. Pourquoi nous, on accepterait que vous aussi, vous venez jouer ici? Non. Est-ce que tu penses que là, maintenant, c'est le patriotisme. Oui. Non, de toute façon, vous pensez que vous aimez trop votre pays, là. Vous êtes des patriotes. Nous aussi, on est patriotes. On aime notre pays. On défend nos couleurs. On défend notre drapeau. À un moment, il faut faire savoir ça aux gens. Vous n'aimez pas votre pays plus que nous, on aime notre pays. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire aux gens. Effectivement, quand j'ai fait ma sortie, juste le lendemain, les gars ont fait, l'OMS a fait un courrier qui disait que le stade n'était pas disponible. Tranquillement. Donc, le concert n'a pas eu lieu. Maintenant, si un concert est programmé pour bientôt qu'il le fasse, déjà notre période électorale est passée, et après, ils font ce qu'ils ont. Est-ce que tu irais à son concert, éventuellement? Si tu es invité. Si je suis invité, je vais apprécier. Je verrai la période. Si je suis disponible, il n'y a pas de problème. Ok. Toujours dans le showbiz ivoirien, toi, en tant que producteur, déjà producteur d'artistes, ou même en tant qu'entrepreneur culturel, est-ce que tu penses qu'on a un showbiz ou qu'on a un écosystème qui est propice à l'investissement? Je dirais oui. Tel que les spectacles et tout ça. Ouais, ça bouge quand même. Hein. Ça rapporte. Quand ça marche, tu gagnes de l'argent. Forcément. Beaucoup investissent là-dedans. Hein. Ouais. Et on a vu des mécènes qui sont là, qui ne sont pas vraiment dans le milieu, mais qui financent. Les gens qui sont dans le milieu, qui organisent les spectacles. Mais eux, sont des businessmen. Ce n'est pas forcément du showbiz, mais je sais. Ils financent des personnes comme nous, dans le milieu. Ils organisent des spectacles. Pour ça, ils prennent leur argent après. Je me dirais que j'aime parler de chiffres. Et là, ça me revient. Si j'en parle pas, je vais oublier. Ton festival Breaker au fait, ça te chiffre à combien? Combien ça coûte? Ouais. Je ne saurais le chiffrer. Puisque un festival, ça tient compte de beaucoup de choses. Ok. Organisationnel, c'est beaucoup de choses. Et les artistes que tu fais venir surtout. Donc, tu peux vraiment pas chiffrer. Ok. Puisque cette année, les artistes n'ont pas les mêmes cachets. Ouais. Donc, si tu fais combien d'artistes là? C'est un festival sur 3 jours. 3 jours, on estime 3 jours. Et chaque soir, il y a un concert de pas moins de 5 artistes. Donc, on est dans l'ordre de 15 artistes pendant le festival. Okay. C'est dans cet ordre-là qu'on est. 5 artistes par jour, 5 concerts par jour. Là, on se retrouve facilement à 15 artistes. Tu es à fond dans le showbiz, hein. Tu es à tous les niveaux. Manager, producteur,
entrepreneur culturel, tu organises des festivals, événements. Est-ce qu'un jour, Chico Lacoste va s'arrêter? Oui, à un moment, il faudrait bien, mais je le dis, on ne le quitte vraiment pas, ce milieu. Tu peux être fatigué, tu en offres. En fait, tu mets des gens devant, tu es en arrière-plan. Mais des gens, puisque, attends, moi, j'ai une structure qui est CPROD. CPROD ne va jamais, quand je serai fatigué, je vais jamais fermer CPROD pour dire non, CPROD ne fonctionne plus. CPROD va continuer à tourner. Mais moi, je suis derrière. Mais je mets des gens devant qui travaillent pour moi. Mais CPROD tourne toujours. Ok. Là, ça veut dire que m'arrêter là, je ne sais pas. Puisque j'ai un catalogue d'artistes que je produis. Le catalogue, je l'ai pour 99 ans. 99 ans. Si je vis pendant 99 ans, ça veut dire que je dois toujours profiter de mon catalogue. En bénéficier, la musique se vend chaque jour. Et quand c'est constamment, je vais comprendre si jamais un jour t'es pas là, qui profite des enfants? Mais oui, c'est un héritage. Okay. Un catalogue, c'est un héritage. Ça existe pendant 99 ans, là. C'est pour moi, c'est mes œuvres. Quand je ne suis plus là. Ça fait rentrer de l'argent. C'est mes œuvres, c'est mes enfants qui en bénéficient après. Mes héritiers. Des regrets dans le milieu? C'est-à-dire? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as fait un truc où après tu te dis non, j'aurais pas dû faire ça? Tu as fait un investissement où tu te dis non, j'aurais pas dû investir là? Tu as fait un événement ou un spectacle, tu dis non, j'aurais pas dû faire. Forcément, mais pas que tu le regrettes, tu le fais. C'est quand tu fais un business, tu te dis ça marche ou ça ne marche pas. Donc tu t'attends aux conséquences. Aux conséquences, tu as fait, c'est vrai, tu dis ça là j'ai tapé poteau comme on dit. Mais les regrets, tu vas toujours refaire. Moi, j'ai produit des articles qui n'ont pas marché du tout. Mais est-ce que ça m'a arrêté? Tel que qui? Je ne faudrais pas citer de nom. J'étais sûr que tu n'avais pas le nom. J'ai produit beaucoup d'albums, beaucoup de titres, mais qui n'ont franchement pas marché. Mais est-ce que ça m'a arrêté? Ça m'a freiné? Non. Je crois toujours en quelque chose. C'est comme une drogue, en fait. Ouais. La musique, c'est comme une drogue. Tu te dis, ça là, ça va marcher. Ça là, ça va marcher. Donc, tu investis. Moi, il y a des vieux pères, là, que tu connais bien, qui ont fait leur bonhomme de chemin, qui ont eu beaucoup d'argent dans le show business, tels que Claude Bassolé et Constant Anagoni, qui avaient showbiz. Les ancêtres. En son temps. Eux me disent tous les jours, mais petit, comment tu fais? Tu vends la drogue ou quoi? Parce que eux sont réussis, là. Mais oui, elle dit, mais Constant m'a dit, mais petit, tu vends la drogue ou quoi? Parce que je vois l'investissement que tu fais. Et nous-mêmes, en son temps, on faisait pas les choses n'avaient pas évolué comme ça. Donc, même ils n'investissaient pas trop. Mais ils gagnaient beaucoup d'argent. Ah, voilà. Fallait juste passer à RTI, faire une émission, et puis ça ton truc après. Aujourd'hui, tu as combien de chaînes de télévision? C'est assez paradoxal, quand même, hein. Aujourd'hui, tu as les influenceurs qui, tu vois, aller sur pour faire une promotion aujourd'hui, tu dois toucher beaucoup de personnes. Et c'est de l'argent qui sort tous les jours. Ah, il n'a pas besoin de ça. Il y a telle fréquence 2, tu as fréquence 2, tu as Radio Côte d'Ivoire, tu as Nostalgie. Et la télé que tu as, ça, tu as la RTI. Donc, tu fais ta promo juste sur ça. Et tu dépensais moins pour récolter plus, ouais. Ils avaient juste à dépenser là. C'était même pas beaucoup d'argent. Mais ils gagnaient beaucoup d'argent. Et ils me disent, mais comment tu fais avec tout ce que tu sors aujourd'hui comme argent pour une production? Et tu sais, nous, on sait que ça ne rentre pas comme il faut parce que ils connaissent l'industrie, ils connaissent le mécanisme. Ouais. Constant m'a dit ça, je lui dis, petit, tu dépenses trop pour ça, là. Claude Bassolé me dit tout le temps, je lui dis, petit, faut laisser, viens investir. Moi, aujourd'hui, je suis dans le foncier. Viens, on dit, ton argent, là, j'étais là. Viens avec moi, on va travailler. Parce que là, me dit, non, moi, là, c'est une passion pour moi. Je me dis, ça va marcher, forcément. Au fait, c'est un plaisir d'échanger avec toi, hein, parce que là, on parle de showbiz, on apprend beaucoup de choses te concernant, concernant le milieu également. Mais c'est vrai que tout de suite, quand on dit Chico, on dit Chico Lacoste. Chico Lacoste, Lacoste qui fait référence à un caïman. Caïman qui veut dire dans ils vont venir là. Caïman qui en bambara, c'est Bamba. Oui. Bamba qui est le nom de ta mère. Yeah. C'est-à-dire inconsciemment, tu as fait pendant des années une grosse dédicace à ta mère. Mais ouais. C'est vrai, ma mère est Bamba. Ouais. C'est vrai, quand on fait le rapprochement, j'y avais même pas pensé jusqu'à ce qu'on me sorte. C'est ça, un jour. Ma mère est Bamba. Et Bamba, ça veut dire caïman, effectivement. Et puis, j'ai aimé la marque. Voilà. Et maman, elle vit encore? Non, les parents sont là? Non, mes parents ne vivent plus. D'accord. Ma mère, depuis 2000, en fait, depuis 90. Paix à son âme. Depuis 90, j'ai perdu ma mère et mon père, du coup, en 93, je crois. C'est quoi tes projets là, Chico? Le projet? Au-delà de Boaké Ouflé, c'est bien ça, hein? Boaké Ouflé. Voilà. Ouflé. Et au-delà, on sait également que tu as une entreprise, hein. Quand j'ai entreprise, je parle bien sûr de ton espace.
voilà, qui distille de la rumba chaque dimanche. Ouais. Voilà. Au-delà, c'est quoi tes projets immédiats ou à long terme? On a également la dernière sortie également de Hilary, en feat avec Bissakadé. C'est un futur hit, faut le dire. Ben, on espère bien qu'il soit un hit, un tube. Ben, On va pousser comme on peut. On va pousser comme on peut. Je compte sur toi aussi. On va pousser comme on peut. Moi, je compte sur vous. Voilà, parce qu'aujourd'hui, un projet, on le porte à plusieurs. Quand il est porté à plusieurs, il va plus loin. Donc, je compte sur tout le monde pour ça. Merci Chico, ce fut un réel plaisir. Partagez. C'était Inside TV, notre tout premier numéro. On se retrouve une autre fois avec un autre invité encore plus attrayant. Le nom c'est Frédéric Amaut. Et surtout, n'oubliez surtout pas de partager, de liker, de vous abonner et pourquoi pas laisser quelques petits commentaires. Amaut.